Le film d'aujourd'hui était supposé de devenir Conan 3, Conan le Conquérant. On peut comprendre qu'après avoir lu le scénario, Arnold a dit « Non merci ». Est-ce que ça va empêcher Hollywood de faire un film, ça, qu'Arnold dise non? Bah, vous connaissez Hollywood, ils sont allés chercher Hercule et Cinéfox l'Aventurière, et ils ont fait un film. Y a rien pour arrêter Hollywood. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1997, Cole le Conquérant. Et ça commence maintenant. Sur les cendres d'Acheron naquit le grand royaume de Valusia. Ah tiens, le film commence par un scroll et une narration. On se retrouve pas à Vendredi Nanar pour rien. Sur des accords de guitare électrique, Cole se bat. Il fait apparemment face à un désaccord sur la puissance de son mulet. Cole a comme objectif de rentrer dans la Légion des Dragons. Et pour atteindre son objectif, il va devoir se battre contre le général de la Légion des Dragons, mais avec des épées de feu. Et ça, pour Cole, c'est pas facile, parce que c'est un gars qui a l'habilité hache à deux mains, pas épée à deux mains. Cole, qui vient d'Atlantis, va tellement impressionner le général qu'il va le faire entrer dans son armée, même s'il n'est pas noble. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment le temps de s'attarder là-dessus parce qu'il y a de la merde juste au-dessus de la colline au château. Apparemment, il se passe quelque chose. Du sang noble coule à flot au palais du roi. Effectivement, il se passait quelque chose. Le roi a décidé de tuer son fils. Oui, parce que c'est une question de peut-être qu'il voulait ma place ou peut-être le roi est fou. C'est pas spécifié. Que lui décide de se mêler de trucs qu'il connaît absolument pas avec des gens qu'il connaît encore moins. Ce palais a vu bien assez de sang couler, excepté le vôtre. Alors si vous y tenez. Donc, il va se retrouver à se battre contre le roi. Je t'épargne la vie pour ce soir. Et dans un revirement de situation incroyable, Cole va tuer le roi. Ça m'a coupé les jambes. Et le roi aux portes de la mort va décider que Cole sera son successeur. Je la donne à Cole. Tiens. Pas de farce. On est à la 10e minute du film. Le mec est déjà roi. Cole a les priorités au bon endroit. Il commence sa visite du palais par son harem. Là, il va rencontrer une Pythie qui va lui rappeler qu'il lui a déjà pogné le cul il y a quelques années. Et comme c'est une Pythie, elle va lui dire non seulement tu m'as chopé les miches, mais je t'avais prédit que tu deviendrais roi par la main d'un autre roi. Tu seras roi par la main d'un roi, tu ne te rappelles pas? Je m'étonne que vous vous en rappeliez, monseigneur. Vous étiez très saoul. Je déconne pas, dans ce film-là, si t'as le malheur de te lever pour aller pisser, tu risques de perdre 2-3 bouts de l'histoire. En passant, vous savez c'était quoi le surnom de Cole quand il était avec les pirates? Le tigre. C'était mon surnom. On m'appelait le tigre quand j'étais pirate. La Pythie, elle a une petite attitude, je trouve. Ne confondez pas ce qui est soumission à votre volonté et enthousiasme. Mais ça, les esclaves, ça l'impressionne pas, Cole. Puis il en veut pas vraiment d'esclaves parce que lui, il connaît ça. Oui, il a pas juste été pirate, il a également déjà été esclave. Je sais très bien ce qu'est la vie d'un esclave. Je l'ai appris enchaîné au banc d'un drakkar pirate. Et c'est pour ça que quand il va se lever le lendemain matin, il va dire à tout le monde, moi, j'affranchis tous les esclaves. J'affranchis tous les esclaves de Valusia, y compris les miens. Malheureusement pour lui, il va se frapper à la bureaucratie. Même dans le Heroic Fantasy, on fait face à des fonctionnaires de merde. La loi est plus grande que le roi. Il décide donc d'aller se balader et il devient tout d'un coup protecteur des religions. Il voit un mec qui est sur le point de se faire tuer, un mec qui va revenir plus tard dans le film d'ailleurs, et il dit « Non, arrêtez de le tuer. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit d'aimer Dieu. » On dirait presque que Cole est américain. Je n'ai fait que répandre la parole de Valka. En attendant, libère cet homme et laisse-le adorer son dieu. Je vous le dis, dans les 20 premières minutes de ce film-là, Cole règle dossier sur dossier sur dossier, OK? La puissance du mulet est inarrêtable. Mais, dans l'ombre de la nuit, un complot se prépare. Des sorciers pouilleux veulent aider le général à se débarrasser de Cole. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser de ce barbare. Et comment? Et ils vont réveiller la reine sanglante, jouée par Tia Carrera. Et on a le droit à du CGI 97 comme on l'aimait à l'époque. Si vous vous demandez, mais Tia Carrera, elle n'est pas rousse, portez un peu de respect aux choix artistiques qui ont été faits dans ce film-là. Elle joue la reine sanglante, elle est rousse.
Vous voyez ce que je veux dire? Akivasha? Vous êtes Akivasha. Vous vous rappelez? Ça continue d'enchaîner à toute vitesse. Le lendemain, Kul doit choisir une épouse. Ils ont déguisé Tia Carrera en vierge. Ouais, moi non plus, j'y ai pas cru. Et ça prend pas 30 secondes que Kul l'a choisi comme épouse. Et les autres, monseigneur? Il n'y en a aucune autre. Dès qu'il arrive dans la salle du trône, la Pitié, qui veut encore le faire chier, l'avertit de pas faire ça, de pas se marier avec elle. Qu'il y a un complot autour de lui et qu'elle, elle va finir par le tuer. Vous ne devez pas! Kul, il s'en fout, lui, il veut lui défricher la perruque, comprenez-vous? Donc, il s'en va direct au pieu avec elle, puis il va faire ce qu'un roi a à faire. Mais, effectivement, la Pitié avait raison. Et c'est là que tu vois le génie de la reine sanglante, OK? Parce qu'elle, elle va blâmer la Pitié. Elle va dire à tout le monde, non, mais c'est la Pitié qui l'a tué. C'est pas moi. La sorcière! Et là, on a le droit à des funérailles dignes d'un roi qui a régné 48 heures. Sauf que, et là c'est un énorme sauf que, Kul n'est pas mort. Non, il est prisonnier de Tia la Rousse. Parce qu'elle, elle voudrait régner avec Kul. Après la nuit d'amour qu'il lui a offert, elle se sent incapable de se passer de lui. Kul, il y a plus qu'une grosse hache. J'avais l'intention de te tuer, mais après la nuit dernière, joins-toi à moi. Kul est un homme avec une morale. Il va donc lui dire d'aller chier dans les mains. Ça va l'énerver, mais pas assez pour le tuer. Non, elle va demander à ses sous-fifs de le tuer à sa place. D'après vous, comment ça va finir? Et bien sûr, il va s'évader assez facilement et le premier mec qu'il va rencontrer, eh bien, c'est le gars qui était sur le point de se faire tuer plus tôt. Et lui, il va y expliquer, regarde, la Pitié est sur le point de se faire tuer, il faudrait aller la sauver. Mais il est pas super stressé non plus à l'idée de la sauver parce qu'il décide d'utiliser ce moment-là pour faire ce qu'on appelle un jet d'exposition. Ouais, il connaît tout, lui, sur la reine sanglante. Vous aurez du mal à la tuer. Votre épouse est âgée aujourd'hui de 3000 ans. C'est Akivasha, le démon réincarné. Bon, maintenant, la Pitié, ils la font cramer. Oui, parce que les sorcières, c'est le bûcher ou c'est rien. Pour l'éternité. Sauf que quand on commence à entendre les accords de guitare électrique, Kul avait pris la place de son faux corps dans le cercueil et revient à la vie. Pas tout de suite! Il faut absolument jamais dire à Tia la Rousse qu'elle a la chatte qui pique. Vous désirez cet homme? Le général, lui, cherche la merde. Et vous savez quoi? Il va la trouver. Kul et sa petite équipe vont trouver un passage secret afin de s'évader. Avouez qu'il faut avoir l'œil de lynx pour savoir qu'il y a un passage secret là. Maintenant, on tombe dans une partie de Donjons et Dragons. Oui, parce que pour tuer la reine, il faut qu'il trouve l'arme pour tuer la reine. Pour trouver l'arme pour tuer la reine, on continue dans nos codes, il faut qu'il aille voir un de ses anciens copains. J'ai besoin d'un navire. Tia la Rousse, elle a la rage quand elle apprend que Kul sait comment trouver l'arme pour la tuer. Elle fait donc une alliance avec le général afin que lui aussi monte sur un bateau et aille tuer Kul avant qu'il trouve l'arme. Ce que vous savez pas à propos de Tia la Rousse, c'est qu'elle est pas juste sanglante, elle a également la puissance du feu et la puissance du vent. Souffle, accompagne les forces de la destruction. Kul, lui, va apprendre que dans ce genre de film-là, tu peux pas faire confiance à personne. Ben non, son pote va le trahir. Bien sûr qu'il va le trahir. Le gars, c'est un pirate. Son objectif, c'est de vendre la Pitié comme pute, capturer Kol, le donner à Tia la Rousse et ramasser le pognon. Je crois qu'elle me plaît, cette petite. Non! Et quand il va jeter la Pitié à l'eau, ça va énerver Kol à un point incroyable. Okay? Il va tellement être énervé qu'il va arracher un bout de madrier et commencer à casser du pirate. Pour Kol, prendre le contrôle de ce bateau-là, c'était un petit détail. Donc, pour célébrer ça, il descend en cale avec la Pitié et lui montre la puissance de son mulet.
Ils arrivent maintenant sur l'île de glace. Pas beaucoup de glace, pas beaucoup de neige. Maintenant, on a une transition où ils arrivent dans un studio et là, il y a de la neige et là, il y a de la glace. L'appétit trouve tout de suite où il faut aller, dans une genre de caverne. Il rentre dans la caverne, t'as des mecs congelés, t'as un idole, t'as des faux glaçons. Un vrai décor de théâtre communautaire. Volga! Justement, il a beau faire froid, tout d'un coup tu comprends rien, la Pity décide de se mettre à poil. Peut-être qu'elle a un coup de chaud, moi je le sais pas. Elle avance vers l'idole, puis là, on a du CGI pourri de 97. Pendant ce temps-là, le général et ses hommes se pointent. Baston. Parlant d'effets pourris, celui-là, c'est assez ordinaire. C'est le moment d'un duel épique entre Kull et le général. Donc, un peu de guitare, s'il vous plaît. On n'a pas de conclusion à ce duel-là, en tout cas pas tout de suite. Kull se retrouve enfermé dans la caverne et tout seul avec un mec en train de mourir. Et c'est tout un royaume qui en paiera le prix. Mais plus grave encore, le général a la Pity en otage. Et lui aussi, il a un plan pour la Pity. Parce que maintenant qu'elle est devenue l'arme pour tuer Tia la Rousse, eh ben, pourquoi est-ce que lui l'utiliserait pas pour tuer Tia et prendre le pouvoir? Tu te tiendras dans le brasier infernal, et la flamme alors mourra. Kull, tout seul dans sa caverne après que le mec soit mort, commence à avoir la rage. Sort la hache, commence à frapper dans l'idole. Et par un revirement de situation incroyable, à force de frapper dans l'idole, eh ben ça crée une rivière. Dans une caverne glacée, ça crée une rivière. Avec 10 minutes à faire au film, tout le monde retourne au château voir Tia la Rousse. Le général arrive en premier, Kull arrive en deuxième. Kull? Des effets digitales à couper le souffle. Flamme, protège-nous du souffle glacial! Plus la Pity s'approche de Tia, plus ça a l'air compliqué pour Tia. Tu vas me rendre le trône de Topaz, sorcière? C'est un peu brouillon la fin de ce film-là, mais Kull finit par se pointer. Elle ne doit pas mourir! Elle ne doit pas mourir! Et là, je pense qu'il tue le général, mais il le tue pas, il va le tuer plus tard, mais c'est pas grave. Disons que ça, c'est vraiment le coup qu'il le tue pour de vrai. Il va tuer un sorcier qui avait un rôle vraiment mineur dans le film, mais il le tue quand même. Avec une genre de dague serpent. Et là, Tia tombe en pleine transformation. Apparemment, la Pity est pas assez forte pour la tuer. Pour ceux qui en doutaient, 1997. Et vous savez comment on va réussir à tuer Tia? Eh bien, grâce à la puissance de l'amour. Ce qui va arriver, c'est que la Pity va embrasser Kull et lui donner la puissance du froid. Et là, Kull va s'approcher de ce qui est devenu Tia, une genre de grosse créature en effet digital, tout pourri, et il va se passer ça. Et c'est la fin de Kull, le conquérant. Voyez cette hache! C'est mon sceptre! Longue vie au roi! Déjà, je vais avertir tout le monde. Mollo sur les jeux de mots avec Kull dans les commentaires. Ouais, parce que je les vois tous venir. Ensuite, Kull, le conquérant de 97, un mélange de Robert Howard entre Kull, son personnage, et Conan, son autre personnage. C'est de l'heroic fantasy, ça y a pas de doute là-dessus. Après, on peut toujours argumenter, est-ce que l'heroic fantasy se porte au cinéma? Moi, ça me dérange pas parce que je trouve ça souvent très drôle. Et le cas de Kull n'est pas différent de celui de Conan le Destructeur, par exemple. La différence, c'est que Kevin Sorbo n'est pas Arnold Schwarzenegger. Kevin Sorbo est un acteur de télévision. Tia Carrera est une actrice de télévision. Et ce film-là a plus l'air d'un ciné-télé du dimanche après-midi à 16h que d'un film qu'on va sortir dans les salles. Les décors sont extrêmement bas de gamme. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la porte tournante?
Ensuite, le choix de musique là-dessus. Moi, le power metal, j'ai absolument rien contre ça. C'est un divertissement comme un autre. OK, il y a quelqu'un quelque part qui a vu des pochettes de power metal et qui s'est dit, les gens qui écoutent cette musique-là aiment les films d'Heroic Fantasy, on va donc mettre plein de guitares électriques. Ouais, ça marche pas. Non, je déconne pas, je suis un fan de guitare en plus. Ça marche absolument pas de la guitare électrique power metal dans un film d'Heroic Fantasy. Parce que notre cerveau est préprogrammé à ce qu'on a entendu dans Conan le Barbare, une des meilleures pistes musicales dans mon top 100. Et ça donne un petit côté comique aux scènes de combat parfois. Ensuite, le jeu des acteurs est extrêmement nanardesque. La Pérus rousse de Tia Carrere rentre dans les annales des perruques rousses comme celle de Brigitte Nielsen dans Cobra. La représentation du froid et du chaud en effet numérique te laisse sur ton appétit, mais te laisse également profiter du moment et t'en souris un peu, quoi. J'imagine qu'à quelque part, il existe un culte de Cole le Conquérant, des fans de ce film ou des fans des livres de Howard, et ça me dérange pas du tout, je trouve ça même normal. Après, j'ai été incapable de me dire que ce film-là n'était pas un nanar. Et ses problèmes ne sont pas d'un côté technique, tu sais, il n'y a pas de boom mic qu'on voit, il n'y a pas un plan qui est mal cadré, t'as pas un technicien qui passe dans le champ pendant qu'on est en train de tourner. Mais si vous portez attention, par exemple, à la manière que ce film-là a été monté, ça aussi, ça risque de vous faire rire. Vous m'avez déjà entendu souvent dire, genre, ce film-là est beaucoup trop long. Ici, c'est presque l'inverse. Tout se passe tellement vite que tu sais plus trop t'es rendu où tellement tout va trop vite. Je le sais, c'est une juste nuance qu'il faut apprendre à apprivoiser. Les bons réalisateurs l'ont compris. Dans les 10 premières minutes, t'as 3 éléments déclencheurs. Et ensuite, c'est du revirement sur revirement. T'as de la misère à suivre tellement ça va vite. C'est pour ça que dans le cas de certains personnages, j'ai plus donné leur titre que leur nom parce que leur nom passait tellement vite, ça me tentait pas de retenir leur nom, quoi. Pourtant, là-dedans, il y a des personnages assez importants. C'est un film que j'ai eu la chance de ne pas voir au cinéma. Je l'avais loué en VHS. Au moins, je garde le souvenir de ne pas m'être fait fourrer en payant une place pour aller voir ça. Mais je le conseille quand même à tous les fans de nanar, aux fans d'Heroic Fantasy. Les gens qui ont aimé, par exemple, Conan le Destructeur, ils risquent d'aimer Cole le Conquérant. À la différence que quand vous avez vu Conan le Destructeur, vous étiez peut-être des pré-ados ou des ados. Maintenant, vous êtes des adultes. Cole le Conquérant risque de vous faire marrer et pas qu'un peu. Sinon, n'oubliez pas que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez plein de contenus exclusifs, pas de publicité, plein de surprises, des heures et des heures de contenu inédit. Et toi qui me regardes sur YouTube, n'oublie pas d'aller également t'abonner à la chaîne Revue le podcast et à celle-ci aussi si c'est pas fait. Parce que là, ça me ferait plaisir. Et on se revoit la prochaine fois.